Bonjour à tous, c'est avec une immense joie que nous vous retrouvons sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. 2011 a été déclarée année internationale de la forêt par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons souhaité, à notre manière, en parler et faire le point sur cet aspect vital de la nature et donc de notre environnement. Où en est-on aujourd'hui en matière de déforestation ? Comment peut-on lutter et protéger cette forêt ? Que représente-t-elle pour le bouddhisme et en particulier en Asie du Sud-Est ? Nous allons poser toutes ces questions à notre invité, Tristan Lecomte, qui a décidé de se consacrer à la protection de la forêt à travers son engagement spirituel, mais aussi, comme nous allons le voir, professionnel. Tristan Lecomte, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bouddhiste dans la tradition des moines de la forêt, vous êtes un disciple du vénérable Agnadaro et vous êtes le président fondateur d'une des entreprises pionnières du commerce équitable en France, ainsi que d'un collectif qui lutte contre le réchauffement climatique et la déforestation. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on a le sentiment que votre trajectoire professionnelle a toujours été inscrite dans une dynamique profondément collective. Est-ce que l'on peut revenir un instant sur votre parcours ? Oui, le commerce équitable repose sur le fait de travailler avec des groupes de petits producteurs défavorisés, en général organisés en coopérative, et à payer un prix minimum, plus une prime de développement qu'ils peuvent investir dans des projets à caractère collectif, comme la construction de ponts, de routes, de puits, d'écoles. Et c'est donc avec ces groupes de petits producteurs partout dans le monde qu'on a développé ces activités de commerce équitable, et à présent qu'on développe ces projets de reforestation et de conservation forestière. Alors, vous avez pris refuge il n'y a pas très longtemps dans la tradition des moines de la forêt, auprès du vénérable Agnadaro. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensiez depuis très longtemps ? Comment vous est venue cette idée ? Non, en fait j'étais attiré par le bouddhisme depuis maintenant une dizaine d'années, mais je ne pensais pas forcément prendre refuge auprès d'un maître. Et par contre, quand j'ai rencontré le vénérable, ça a été comme une évidence pour moi, parce que donc c'est un moine de la forêt. Sa vocation, c'est de préserver la forêt et aussi de trouver sa voie dans la forêt en contemplant la nature. Et j'ai été très sensible à ce message qui n'est pas dogmatique, mais qui est très fondé sur l'observation des lois de la nature et un retour dans cette nature merveilleuse qu'on a souvent tendance à oublier ou pas à voir telle qu'elle est. Donc c'est surtout par cette rencontre avec le vénérable que j'ai choisi de prendre refuge. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est cette tradition des moines de la forêt ? Elle est très présente en Thaïlande, où vous vivez d'ailleurs. Oui, elle est très présente. Elle a démarré avec le premier disciple du Bouddha. Comme le Bouddha avait trouvé l'illumination dans la forêt, son premier disciple est parti lui-même dans la forêt pour trouver l'illumination. Et il a trouvé. Et c'est une tradition où les moines ont d'abord un enseignement de 5 années théoriques, puis passent en moyenne 5 années dans la forêt à vagabonder. Ce sont des moines vagabonds qui ne sont pas forcément rattachés à un monastère et qui ont une vocation, d'après ce que je comprends, assez transversale aussi, puisqu'ils peuvent du coup aller rencontrer des monastères des villes ou d'autres moines. Et c'est un enseignement très pur, très, très simple. Il n'y a pas vraiment d'enseignement en fait. Si ce n'est le fait d'observer les lois de la nature et de s'inspirer de la nature et du Dhamma, donc pour arriver à un meilleur niveau de connaissance de soi. Alors vous avez rencontré un certain nombre de moines de la forêt, des personnalités exceptionnelles. Qui par exemple vous a marqué, Tristan Lecomte ? Très récemment, par exemple, Luangpo Anek à Ubon Ratchathani, c'est un des disciples d'Ajahn Chah, comme le vénérable Agnadaro d'ailleurs. Ajahn Chah, c'est vraiment un des grands moines de la forêt qui a connu un grand nombre de disciples toujours vivants en Thaïlande. Et Luangpo Anek, il y a 30 ans, il a récupéré des rizières qui étaient totalement arides et régulièrement inondées. Et il les a refertilisés en récupérant les déchets végétaux et aussi les fosses septiques de la ville d'à côté, de Ubon. Et à partir de ça, il a recréé un monastère de forêt absolument merveilleux, un lieu unique de forêt et avec des sculptures de Bouddha dans différents endroits. Et maintenant, 30 ans après, les experts du monde entier viennent voir comment est-ce qu'on peut refertiliser les sols à partir de ces déchets. C'est en plus très intéressant de voir que lui a travaillé dans son coin sans jamais se mettre en avant. Les moines de la forêt sont extrêmement discrets. Ils ne doivent jamais se mettre en avant. Enfin, il donne un témoignage très pur, très simple et pourtant tellement utile dans notre société qui vit un peu hors sol en milieu urbain.
Mais alors d'ailleurs, comme son nom l'indique, le lien entre les moines et la forêt sont vraiment très très forts. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette tradition qui consiste à attacher un morceau d'étoffe aux arbres ? Alors ça, ce sont tous les moines en Thaïlande qui peuvent le faire, qui le font régulièrement avec les villageois pour préserver les arbres. On les ordonne moines, on leur donne le statut de moine et on utilise en effet un bout d'étoffe d'un habit de moine pour entourer l'arbre. Et ainsi, si quelqu'un coupe un arbre, c'est comme s'il tuait un moine, donc c'est quand même quelque chose de plutôt répréhensible, enfin qui va encourager certaines personnes à ne pas déforester. Et il y a beaucoup de forêts comme ça en Thaïlande où on voit ces bouts d'étoffe autour des arbres. Donc les gros arbres, ce sont des moines et les petits arbres, ce sont des novices. Et je trouve ça très poétique et très beau de voir que la spiritualité est aussi engagée concrètement dans la préservation de la nature. Et les moines des forêts, comme ils étaient placés dans des forêts, ils préservaient de facto la nature parce qu'on n'allait pas aller forcément chasser ou couper des arbres dans cette forêt. Donc ils avaient vraiment un rôle un peu de garde forestier. Alors votre préoccupation à vous pour l'environnement ne date pas d'hier, hein, je crois que ça a commencé en 1994 au Népal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes étapes de votre engagement ? Donc j'avais démarré une association quand j'étais étudiant avec 2 amis au Népal. On faisait de la formation sur la construction de fours et de fours solaires pour éviter la déforestation ou limiter la coupe de bois. Et puis ensuite donc le commerce équitable et puis maintenant ce collectif de lutte contre la déforestation. Alors, justement, de quoi s'agit-il plus précisément, Tristan Lecomte ? Donc nous menons des projets de reforestation et de préservation forestière en partenariat avec les mêmes groupes de petits producteurs que ceux avec lesquels on travaillait dans le cadre du commerce équitable. Donc en Bolivie, au Pérou, en Thaïlande, en Indonésie. On replante des centaines de milliers et parfois même des millions d'arbres en partenariat avec ces petits producteurs qui peuvent les planter dans leurs parcelles, ils en sont les propriétaires. Et nous, on commercialise ce qu'on appelle les crédits de carbone qui sont générés par la plantation de ces arbres auprès de sociétés ou d'États qui veulent compenser leurs émissions ou en tout cas réduire leur empreinte carbone en finançant ces projets qui ont du sens à la fois d'un point de vue environnemental puisqu'on reforeste ou on préserve des zones de forêt primaires qui sont menacées en développant des activités non forestières, garde forestier ou des activités économiques pour éviter qu'il y ait trop de pression sur la forêt. Et donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, suite au protocole de Kyoto et puis maintenant Cancun, il y a des mécanismes qui sont mis en place à la fois pour les États mais aussi pour les entreprises pour préserver la forêt ou éviter la déforestation. Alors, justement, où est-ce qu'on en est au niveau international ? Après ces 2 sommets que vous venez de citer, est-ce que les choses ont bougé, avancé ? Alors à Cancun, il y a eu un engagement de la part des pays riches pour dire qu'il fallait aider en effet les pays pauvres à avoir plus de moyens pour préserver leur forêt. C'est un premier pas déjà. Et les mécanismes sont en train de se mettre en place. Mais je pense qu'il ne faut pas trop attendre des sommets. On a vu que Copenhague, c'était une grande déception. Et tout ne peut pas venir du politique. La solution vient des citoyens, que ce soit d'un point de vue politique ou social ou environnemental. Et on peut tous agir pour, par exemple, chacun à son niveau, calculer son empreinte carbone par rapport à vos voyages, votre consommation de viande, votre habitat, etc. Vous allez pouvoir calculer combien vous émettez de CO2 et du coup combien vous devez vous-même planter d'arbres pour compenser vos émissions. Donc ça participe en fait à la sensibilisation de chacun, à l'empreinte carbone qu'il a sur la planète et comment est-ce qu'on peut réduire cette empreinte. Et alors quelles sont les zones les plus touchées aujourd'hui par la déforestation ? Les zones les plus touchées, c'est le milieu tropical, puisqu'en fait en Europe les forêts se développent et il n'y a pas de problème majeur pour nos forêts en France ou en Europe, mais c'est bien sûr l'Amazonie, qui est la première forêt réserve de biodiversité et d'eau mondiale, qui est la plus touchée. Et puis en Asie du Sud-Est, c'est l'Indonésie par exemple, le bassin du Congo en Afrique. C'est ça la zone en fait de la ceinture de forêt tropicale qui est la plus touchée et qui est vraiment très très importante à la fois pour la biodiversité, pour le cycle de l'eau, pour la préservation du climat. Donc c'est pour ça qu'il faut agir prioritairement dans ces zones. Aussi parce que ce sont des zones où il n'y a que des pays pauvres, donc qui ont très peu de moyens pour faire face à ces enjeux. Et puis qui sont peuplés de prédateurs, d'entreprises malheureusement très prédatrices, qui détruisent la forêt. Et c'est un non-sens écologique, mais aussi un non-sens économique de détruire la forêt, parce que la forêt nous rend un grand nombre de services. La plupart des médicaments, des parfums qu'on connaît, ça vient de la biodiversité, donc il ne faut pas tout détruire, parce que ce n'est pas durable pour les générations futures
Il faut beaucoup mieux essayer de préserver et d'utiliser cette forêt. Il ne faut pas la fermer à l'homme, mais l'ouvrir à l'homme d'une manière harmonieuse, par exemple en développant l'agroforesterie, c'est-à-dire en combinant les cultures de café et de cacao avec la plantation d'arbres. Alors pour terminer cette émission, j'aimerais finir sur une note un peu plus personnelle, puisque vous sortez un livre qui s'intitule « Comment je suis devenu plus humain à la rencontre de ceux qui changent le monde ». Alors justement, quelles sont ces rencontres qui vous ont vraiment fait prendre conscience et qui vous ont fait changer de comportement, en quelque sorte, Tristan Lecomte? Pour moi, les personnes les plus humaines que j'ai rencontrées, ce sont les peuples premiers. Les Quechua, par exemple, au Pérou, les Yawanawa, les Kuntanawa au Brésil, les Papous, les forêts, ils s'appellent les forêts, en Papouasie. Et on retrouve chez ces peuples premiers une spiritualité qui est confondue avec le terme d'écologie et qui est très proche justement de cette spiritualité des moines de la forêt, à mon sens. En fait, on retrouve un point commun à toutes ces spiritualités inspirées de la nature, une forme de pureté, de simplicité qui est très inspirante, je trouve, et dont on a beaucoup besoin dans notre société qui encourage beaucoup notre ego et qui nous fait vivre un peu comme des tomates hors sol sur du béton, alors qu'on a besoin, je pense, pour être pleinement humain et trouver la paix intérieure, d'être dans un univers de paix comme celui de la forêt. Alors vous insistez aussi beaucoup sur la démarche intégrale, donc ça vous l'avez appliqué dans votre entreprise qui était consacrée au commerce équitable. Vous reprenez aussi cette même démarche intégrale, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Alors c'est un chemin, et justement le bouquin c'est comment je suis devenu un peu plus humain plutôt que vraiment humain. J'ai de leçons données à personne et je parle plutôt des difficultés aussi qu'on peut avoir sur son chemin, parce que il y a beaucoup d'attachements, même quand on découvre le bouddhisme. Et quand moi je suis un jeune bouddhiste, il y a même de l'attachement spirituel. On croit avoir découvert quelque chose, on en est content, et puis on se rend compte en fait que c'est à nouveau une limite dans son chemin. Donc c'est que des chemins, et c'est peut-être le chemin qui est intéressant d'ailleurs uniquement. Et la démarche intégrale, ça consiste en fait à prendre conscience du fait qu'il n'y a pas uniquement un travail à faire sur la dimension extérieure de l'évolution, mais aussi sur la dimension intérieure, qui est fondamentale pour faire évoluer les consciences, pour changer le monde, pour faire face aux enjeux actuels. Donc c'est un moyen d'amener la spiritualité dans le sens un idéal qui nous dépasse et qui nous relie ensemble dans l'entreprise, alors qu'on sait bien que cette dimension intérieure, elle est fondamentale pour faire évoluer les choses. Parce que ce qui fait avancer les hommes, c'est avant tout le cœur et l'intérieur. Donc il faut pouvoir intégrer ce moi profond, même au sein de l'économie et des actes de tous les jours. Sinon, on passe à côté de notre dimension humaine. Je suis toujours étonné de voir que dans les écoles de commerce, dans les entreprises, on veut mettre de côté le fait qu'on est avant tout des humains et on nous considère juste comme des investisseurs, consommateurs, etc. Non, on est des hommes et on a besoin de parler comme à des hommes. Merci Tristan Lecomte. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, le livre de notre invité Tristan Lecomte, en collaboration avec Arnaud Gonzague, « Comment je suis devenu plus humain à la rencontre de ceux qui changent le monde », publié chez Flammarion. « Guérir la Terre » chez Albin Michel. Vous y retrouverez une série de textes et de réflexions de grandes personnalités comme Pierre Rabhi, David Servan-Schreiber ou encore Edgar Morin, qui nous livrent leur vision de l'écologie ainsi que leurs propositions pour tenter d'améliorer notre approche de la nature. Et enfin, Les Voies du Bonheur, un ouvrage magnifique publié aux éditions de La Martinière qui rassemble des textes de Jean-Marie Pelt, illustrés par les photographies de Sébastio Salgado. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la Foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée. À dimanche prochain.